Jamais dans l'histoire, les performances des actions américaines ont été aussi concentrées que cette année. Bonjour Charles. Ah, Charles, je Bonjour vous entends David, pas. bonjour tout le monde. Ça va? Allô, 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 vous Oui, je vous m'entendez? entends. Vous Bonjour m'entendez? Charles. Charles Sana, fondateur du Impeccable. site Bonjour David. Insolentiae. C'est quand même dingue. C'est une étude SG Cross Asset qui montre que 89% de la hausse du S&P 500, l'indice large américain, cette année en 2023, qui est en hausse de pas loin de 15%, 89% de cette hausse est réalisée par 10 valeurs, les 10 premières entreprises de cet indice américain. Déjà, quel signal ça nous envoie? Ça nous envoie le signal que vous avez une surpondération. En fait, quand vous regardez la composition du S&P, alors le S&P, c'est un indice vraiment de référence sur les marchés américains à Wall Street, et cet indice, il se compose de 500 valeurs. S&P 500, c'est marqué dessus. Alors, ces 500 valeurs, si vous voulez, vous avez sur des indices larges comme ça, des disparités qui sont absolument considérables. Entre Apple, le premier de l'indice, dont le poids dans l'indice est de plus de 7%. Et la dernière entreprise de cet indice, donc la 500e entreprise, dont le poids dans l'indice est de 0,01%, et c'est pas la seule, hein, les 30 dernières boîtes en gros de l'indice S&P sont des sociétés dont le poids dans l'indice est de 0,01%. Donc ces sociétés-là, elles peuvent doubler en termes de performance, ça ne fait absolument pas bouger l'indice. C'est-à-dire que si vous prenez la dernière des entreprises du S&P, son cours double, son cours triple ou son cours quadruple, elle va passer de 0,01 à 0,04. Et donc, ça a quasiment pas d'impact dans les performances de l'indice. Donc déjà, vous avez un vrai problème, enfin un vrai problème, non, enfin dans l'analyse, quand on regarde, est-ce que c'est un problème ou pas un problème, ça c'est autre chose, mais en tout cas, dans l'analyse, dans la vision un peu mathématique de la composition de l'indice, si vous voulez, vous avez 30% du poids de l'indice qui est composé de ces 10 premières valeurs que vous évoquez, dans lesquelles on retrouve, attention, hein, des poids lourds absolument considérables, comme la numéro un, c'est Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, donc c'est Google, Nvidia, Tesla, Meta, Facebook à l'origine, et Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett. Voilà les premières valeurs de l'indice S&P. Attention, on ne parle pas de n'importe quoi. Donc, est-ce que c'est normal? En tout cas, c'est très logique. Là, on a des valeurs qui écrasent complètement la cote. Euh, une autre remarque, David, c'est que là, vous parlez de performance, hein. Vous dites que ce sont ces sociétés-là qui expliquent 87% de la performance de l'indice S&P. C'est vrai. En revanche, il y a très peu de dividendes versés par ces entreprises. Beaucoup de ces sociétés-là, finalement, elles ont beau être les plus grosses capitalisations et les capitalisations qui progressent le plus, ce sont des sociétés qui ne versent pas ou moins que la moyenne des dividendes. Ouais, mais c'est moins important puisque le gain capital est tellement important que le dividende pèse pas lourd. Mais juste, Charles, en Et 2019, oui, je vous en prie, David. oui, en 2019, les 10 premières valeurs de l'indice Standard Poor's 500 expliquaient 30% des variations de l'indice, c'était 20% en 2009. Il y a une accélération, pardon, depuis 2019, on était à 30%, on est passé à 90% de la hausse expliquée par 10 valeurs, dont les fameuses 7 fantastiques ou les 7 magnifiques, plus Berkshire Hathaway, et j'en ai oublié. Vous évoquez les dividendes quand je vous ai coupé. Ces dividendes, et ça va répondre en partie à votre question, en tout cas amener un élément de réflexion à tous ceux qui nous écoutent. Le, le, vous parlez d'augmentation de la valeur. Ces sociétés-là versent peu de dividendes, voire n'en versent pas. Alors, je parle Amazon ou Google n'ont jamais versé de dividendes. Amazon aujourd'hui, c'est une trésorerie de 30 milliards de dollars. Alphabet, c'est une trésorerie, accrochez-vous bien, de 108 milliards de dollars. Tesla, qui ne verse pas non plus de dividendes, c'est une trésorerie de 18 milliards. Meta, qui n'a pas versé de dividendes parce qu'il y a eu un petit souci avec ces histoires de métaverse qui ont été un énorme échec, c'est une trésorerie de 66 milliards. Et donc, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Ce sont des sociétés qui ont une trésorerie absolument considérable. Je termine par Apple, qui a versé, tenez-vous bien, un rendement de 0,54%.
Mais je vais vous c'est-à-dire répondre, rien. pardon, je vais vous répondre la même chose, c'est que le gain en capital pour les investisseurs qui ont ces valeurs-là, ça pèse des cacahuètes. Le gain en capital est tellement important que le rendement, le dividende ne pèse pas lourd. C'est pas grave ça. Merci David, c'est pas grave, mais je pense que c'est l'une des causes de ce que vous êtes en train d'essayer de faire comprendre à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi tout d'un coup on passe de 30% à 80%? Eh bien, je pense que c'est notamment parce que nous avons là des sociétés, quand on parle de ces sept fantastiques, des sociétés qui sont effectivement fantastiques parce qu'elles ont une trésorerie phénoménale, parce qu'elles se mettent à l'abri quasiment de tous les risques. Elles ont développé une capacité avec leur trésorerie de résilience qui est extraordinaire qui a quasiment jamais été vue. Et pourquoi? Parce qu'elles ont eu une politique à contre-courant dans un monde où on verse beaucoup de dividendes et où les actionnaires attendaient des dividendes. Souvenez-vous, tous les ans, on a ces débats. Est-ce qu'on verse trop de dividendes? Est-ce qu'on enrichit trop les méchants actionnaires? Et blablabla. Bla, bla, bla. À chaque fois, vous savez, c'est un peu un marronnier. À chaque fois qu'il y a la saison des résultats, les courants de gauche en France s'offusquent de ces dividendes plantureux. Et en réalité, le point commun, c'est qu'on retrouve chez ces entreprises-là une absence plutôt de dividendes et donc la constitution de trésorerie et une politique de résilience qui est phénoménale, qui explique notamment ces performances boursières. Cette extrême concentration, le fait que la hausse du plus gros indice boursier du monde ne tienne qu'à une poignée de valeurs, est-ce que quelque part ça pose un problème ou pas? Ou pas. Est-ce que ça pose un problème ou pas? Non, en fait, ça pose pas de problème. Ça veut simplement dire qu'il faut avoir une attention particulière quand on est analyste, investisseur, gestionnaire de fonds, peu importe, à justement la composition de cet indice et donc au comportement de ces 10 plus grosses valeurs qui effectivement ont un poids absolument considérable dans l'indice. Mais vous savez, les poids et les pondérations évoluent considérablement avec le temps. Par exemple, je suis allé chercher là, bon, c'est pas la préhistoire, hein. En 2018, Apple ne représentait que 3,9% du S&P et aujourd'hui, on représente quasiment 4% de plus, on est presque à 8% dans la pondération du S&P. Euh, ça évolue considérablement. Vous aviez JP Morgan qui était beaucoup plus haut dans les classements. Vous aviez Coca-Cola qui était dans les 10 plus grosses valeurs. Et aujourd'hui, Coca-Cola n'est plus dans les 10 plus grosses valeurs du S&P. Et pourtant, Coca-Cola continue à vendre des boissons chaque jour. Donc, tout ça, ça évolue. C'est au gérant de s'adapter. C'est à l'investisseur de prendre en considération cette pondération. Et vous avez raison de poser le sujet, David, parce que c'est un sujet qu'on oublie beaucoup. En général, on achète des indices et on regarde pas l'évolution de la pondération. Quand vous avez eu l'effondrement du CAC 40 au début des années 2000, eh bien, en fait, on avait une surpondération des valeurs dites Internet à Et ben l'époque. voilà. Et donc mon Et idée, ça avait pardon, fortement influencé le CAC 40. et mon idée, c'est de dire que quelque part, cette extrême concentration porte peut-elle en elle les germes d'une correction future si ces 10 valeurs-là baissaient fortement, ça entraînerait tous les S&P 500 vu leur pondération dans le rouge. Oui, oui, tout en sachant qu'en fait, ces valeurs chuteraient terriblement, mais vous avez les autres valeurs qui sont un peu plus derrière. Regardez, j'évoquais Coca-Cola, qui évidemment, par un effet mathématique, remonterait en termes de pondération. Et donc, en fait, vous auriez à ce moment-là une rotation, un changement dans le classement de ces valeurs. Vous auriez, par exemple, certainement, on peut imaginer que les pétrolières, par exemple, remonteraient fortement dans la pondération de ces S&P, toutes les valeurs énergétiques, par exemple, ou les valeurs, allez, de l'ancienne économie, hein, donc plutôt les valeurs brick and Mortar, donc on retrouverait les Coca-Cola, les Procter Gamble et puis les producteurs de pétrole qui remonteraient par pondération, et donc on aurait un changement de la composition même du S&P. Ça arrive régulièrement, mais oui, vous avez raison. À court terme, si jamais on a un problème sur ces valeurs technologiques, puisque vous l'avez bien compris, et c'était un peu sous-entendu, David, dans vos propos, enfin je me permets, puis vous me préciserez si je vous dis des bêtises, mais Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, ce n'est que des valeurs de la tech. En Et même c'est temps, ça qui elles tire sont le incontournables, S&P. Charles, elles sont incontournables pour l'investisseur qui n'en a pas en portefeuille de ces valeurs. Il fait zéro, il est en baisse depuis le début de l'année, hein, je veux dire, sur le marché américain.
Complètement. D'ailleurs, on va prendre Berkshire Hathaway, qui est la dernière de ces très grosses valeurs, qui est le fonds de Warren Buffett. Berkshire Hathaway, aujourd'hui, sa principale ligne, sa plus grosse ligne, c'est pas Coca-Cola, même s'il détient une grosse partie de Coca-Cola, mais en valeur absolue, c'est évidemment Apple. Warren Buffett détient beaucoup d'Apple. Et c'est assez logique parce que Warren Buffett, qui est qui est espèce d'immense fonds, eh bien, il a besoin de valeurs qui ont beaucoup de profondeur, qui ont beaucoup de flottants, qui ont beaucoup de liquidité. Parce que quand Warren Buffett, il achète une participation, il prend pas 50 millions d'euros. Il a aujourd'hui, le Berkshire Hathaway, 160 milliards de dollars de trésorerie disponible. Vous voyez, on est dans des chiffres absolument dantesques quand on parle de la trésorerie de ces immenses entreprises. Et j'insiste, elles sont extrêmement solides, extrêmement résilientes. Regardez Meta. Meta est allé perdre quasiment 20 milliards de dollars dans une aventure malheureuse, ou en tout cas dans une aventure un tout petit peu prématurée dans les métaverses. Aujourd'hui, Meta a 66 milliards de dollars de trésorerie disponible. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Les chiffres ne veulent plus rien dire tellement ils sont importants. Merci beaucoup. Explication signée Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles, salut. Merci David, merci à tous.